faut savoir que l'Allemagne n'a été rien d'autre qu'une colonie des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Si on regarde en arrière, il y a eu tous ces mensonges qui ont été répandus. Voilà. On affirmait souvent que le plan Marshall aidait à reconstruire l'Allemagne grâce aux généreux Américains qui auraient contribué à éliminer Adolf Hitler. Or, c'est faux. Ce système touche à sa fin. Ce sont des partis qui fonctionnent à l'intérieur de ce système, que ce soit l'AfD, le BSW, la Linke, la CSU ou n'importe qui d'autre. Personne ne va changer quoi que ce soit parce qu'ils n'ont plus aucun pouvoir. Le pouvoir aujourd'hui est détenu uniquement par les grands gestionnaires de fortune et les grandes entreprises informatiques. Monsieur Wolf, je suis ravi de discuter avec vous et content de votre présence. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Monsieur, notre conversation risque de devenir sombre aujourd'hui. Il est d'autant plus essentiel pour moi de débuter par du positif. Avec tout ce que vous observez dehors, qu'est-ce qui vous inspire encore confiance? Ce qui me donne confiance, c'est qu'il existe encore autre chose en dehors de la sphère politique et de la sphère économique. Je viens de passer 4 jours avec mes petits-enfants et je dois dire que ce furent 4 journées magnifiques pendant lesquelles je n'ai pas pensé à la politique et je ne me suis pas trop inquiété pour l'avenir. J'ai simplement profité du moment présent. Il est aussi important de recharger ses batteries régulièrement. Je confirme. Ma fille est restée avec moi à la maison ces 2 derniers jours, pas à la maternelle. C'était aussi un de mes meilleurs moments. Rester dans l'instant présent sans se laisser paralyser par les distractions extérieures. Exactement. Alors, commençons tout de suite. Monsieur Wolf, on peut reconnaître une chose à Jeffrey Epstein. Excellent créateur de réseau, il a su rassembler autour de lui toutes les personnalités de l'élite, issues des médias, de la royauté ou de la politique. C'est toujours le même scénario. Certains restent pauvres et dépendants, d'autres libres et sans scrupules. À qui profite, Monsieur Wolf, cette publication des dossiers? En fait, tout le monde est traîné dans la boue. Le plan derrière tout ça, c'est que les gens perdent toute confiance en la politique. Donc, en Amérique, cela ne vise pas seulement les républicains, mais aussi les démocrates, et cela vise également la gauche. Donc, Noam Chomsky, par exemple, est fortement discrédité, alors que beaucoup de personnes de gauche l'ont toujours écouté attentivement. Donc là, on fait vraiment le ménage et on détruit tous les idoles pour mettre les gens dans une certaine position. Donc, tous ceux à qui nous avons fait confiance jusqu'à présent, nous ne devons plus leur faire confiance pour finalement dire aux gens, vous savez quoi, faire confiance aux gens, ce n'est pas bien. Faites plutôt confiance à l'intelligence artificielle, continuons plutôt comme ça. Et le plan derrière tout ça, cela remonte à ces anciens plans d'un homme nommé Curtis Yarwin. C'est l'un des idéologues là-bas dans la Silicon Valley et il rêve, tout comme Peter Thiel ou quelques autres là-bas, d'une société qui serait plus une société plus monarchique. La monarchie serait remplacée par l'intelligence artificielle. C'est donc vers ce monde qu'on veut nous mener. Ce n'est évidemment pas si simple parce que nous sommes tous des êtres humains et que notre nature profonde s'y oppose. Mais c'est précisément là que réside tout ce conflit qu'ils doivent mener en ce moment. Donc, tout ce qui nous attend selon leur plan est en réalité totalement inhumain et c'est pourquoi il faut aussi exercer beaucoup de contraintes. Chaque théorie du complot, aussi farfelue soit-elle, des dernières décennies, pâlit face à la réalité qui se dessine dans les fichiers. Je ne connaissais pas le terme gaslighting car il n'est pas de mon domaine, mais c'en est clairement. Je me suis renseigné sur ce terme. Ceux qui sont eux-mêmes impliqués dans le bourbier traitent les critiques de complotistes et de théoriciens du complot et veillent à ce qu'aucune clarification ne puisse avoir lieu sous quelque forme que ce soit. Oui, il y a Donald Trump, véritable maître en la matière, qui s'est présenté pour assécher le marais à Washington, devenu aujourd'hui plus puissant que jamais. Mais le marais à Washington a justement des hommes de l'ombre, et ces hommes de l'ombre se trouvent dans la Silicon Valley et à Wall Street comme au siècle dernier, et dans la Silicon Valley depuis environ 30 ans. Mais Trump a vraiment perfectionné cela, mais je pense que même le temps de Donald Trump touche lentement à sa fin. Donc, je pense que J.D. Vance et Marco Rubio sont maintenant en train de tout reprendre en main. Nous avons eu une grande réunion ces derniers jours. Il s'agissait du projet Volt, donc de la sécurisation des matières premières. Il s'agit surtout des terres rares, essentielles pour les ordinateurs et l'intelligence artificielle, ainsi que de la sécurisation de l'énergie. Et là, ils ont rencontré les représentants de 50 pays et Donald Trump n'était plus du tout présent. Je pense que Donald Trump s'efface peu à peu et ces deux-là prennent la relève. Ce ne sont que les marionnettes de Peter Thiel et Larry Ellison.
Vous venez de mentionner notre collègue Donald Trump. Il apparaît 4500 fois dans les dossiers. Et c'est justement celui qui s'était présenté pour assécher ce marécage. En fait, il est le principal acteur de ce marécage. Pensez-vous qu'il soit si compromis et obéisse immédiatement aux demandes des services secrets, surtout israéliens? Oui, bien sûr, à 100%, j'en suis absolument convaincu, je l'ai toujours été. Cet homme est manipulé, il est évidemment aussi utilisé. Je veux dire, cet homme est vraiment mégalomane. On l'a bien vu lors de ses apparitions et il est aussi incroyablement avide et gagne évidemment beaucoup d'argent. Et il est mené comme une marionnette. J'ai toujours en tête l'image d'un âne qu'on guide dans une direction ou une autre avec une carotte. Dans son cas, la carotte est en or pur, mais il fait exactement ce qu'on lui demande. Il se contredit aussi. Le matin, il dit une chose, le soir, une autre. Et on voit aussi avec le conflit iranien qu'il n'est pas vraiment d'accord avec ses propres gens. Il est vraiment utilisé pour faire escalader les conflits afin qu'on puisse l'écarter à un moment donné. Puis vient la phase préliminaire de la dictature de l'intelligence artificielle avec J.D. Vance et Marco Rubio choisis en coulisses. Je me suis récemment demandé, 3,5 millions de fichiers ont été publiés, et ce sont les plus inoffensifs. Là-dedans, il y a vraiment des abîmes, même la surface m'a glacé le sang, d'une certaine manière. Il y a encore 4 millions de fichiers qui n'ont même pas encore été publiés. Pensez-vous que cela sera publié petit à petit pour que les politiciens ou bien ceux qui sont mentionnés là-bas mettent cela en œuvre, même s'ils avaient encore un peu de résistance en eux? En effet, chaque politicien aux États-Unis, comme toute personne dans le monde, a sûrement des squelettes dans le placard, donc susceptibles de chantage. Ainsi, le message est clair pour tous les politiciens aux États-Unis et dans le monde. Donc, nous savons tout sur vous, nous pouvons vous pousser dans n'importe quelle direction, et c'est pourquoi il vaut mieux que vous fassiez tout de suite ce que nous exigeons de vous. Et c'est ce qu'ils font en ce moment donc. On constate que cet agenda est suivi partout dans le monde, par tous les gouvernements. Donc, après tous ces mensonges des dernières années, je ne crois pas une seule seconde que cet homme, Jeffrey Epstein, soit mort. À quel point trouvez-vous ce scénario réaliste? Qu'il mène actuellement une vie tranquille sur une île quelque part? Oui, c'est possible. On l'a peut-être éliminé car certains pensaient qu'il en savait trop sur eux, y compris les instigateurs. Il se peut aussi qu'ils vivent quelque part dans le luxe sur une île. Tout est possible. On nous induit vraiment en erreur en ce moment. Surtout sur les réseaux sociaux, il y a tellement de fausses informations, tellement de fake news qui circulent. C'est vraiment, vraiment difficile aujourd'hui de s'y retrouver. Pourquoi les médias allemands restent-ils si discrets? Où sont les émissions spéciales? Lors de la procédure d'interdiction de l'AfD, on en parlait en continu pendant des semaines. Où est l'indignation des politiques allemands? Aujourd'hui, j'ai l'impression que les youtubeurs ont repris le rôle d'investigation du quatrième pouvoir. Les hommes politiques allemands ont aussi peur, sachant qu'on a recueilli beaucoup d'informations sur eux. Je veux dire, nous avons aussi fait l'expérience que cela s'est déjà produit en Allemagne. Lorsque le mur est tombé à l'époque, il a alors été révélé qu'à l'hôtel Neptune, de nombreux hommes politiques occidentaux avaient été filmés là-bas avec des filles faciles venues de l'Est. Et suite à cela, certaines personnes ont aussi disparu de la scène publique. Je sais qu'à l'époque, je me souviens encore que le président des Jeunes socialistes, à qui on prédisait une grande carrière, a soudainement disparu de la scène politique du jour au lendemain. Donc, beaucoup de politiciens le savent. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens d'Epstein ont effectivement choisi en Occident les personnes qui les intéressaient. Pas seulement de la caste politique, mais aussi de la caste économique. Par exemple, M. Windhorst, l'un des plus jeunes et des plus brillants jeunes entrepreneurs d'Allemagne de l'Ouest à l'époque, et l'un des sponsors du Hertha BSC, figure aussi sur ces listes. Ils ont donc aussi cherché en Allemagne, et évidemment, chaque homme politique allemand le sait. C'est pourquoi il va se taire et agir comme ces gens l'attendent. Ou bien aussi du monde spirituel, il y a cet Indien Eckhart Tolle Deepak. Chopra n'a jamais vraiment été quelqu'un que j'ai suivi, mais même chez lui, il est apparu que Dieu est une construction. Ce ne sont pas de jolies filles où je me suis dit, il y a des millions de personnes qui t'ont suivi à cause de ton enseignement spirituel, et ensuite tu sors une phrase pareille. Donc là, d'une certaine manière, si vous remettez en question toutes les autorités qui existent dehors, le Dalai Lama n'est pas différent. Le Dalai Lama a rempli de grandes salles pendant des années. Il avait entre 80 000 et 100 000 spectateurs. Et il disait alors aux gens, mener une vie dans la pauvreté, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Et lui-même vivait dans le luxe et l'abondance. Donc, cela a vraiment une tradition historique, ce genre de choses. Je n'aime pas le mot Schadenfreude, mais on nous confronte actuellement à nos propres défauts.
notamment dans l'éducation. Les médias, la politique, la finance, la liberté, la démocratie, toutes ces histoires occidentales des dernières décennies, tout cela ne tient plus. On dirait qu'il y a en ce moment une sorte de réinitialisation à tous les niveaux. Oui, c'est bien ça le danger. Ce reset est voulu et il vise à nous amener à accepter à nouveau, d'une certaine manière, des structures féodales. Ce que nous vivons, c'est un techno-féodalisme, donc la démocratie est. Il n'en reste que de toutes petites fractions et tout le pouvoir est entre les mains des grandes entreprises technologiques. Et ils vont effectivement établir leur domination maintenant, et cela avec l'aide de l'intelligence artificielle. Nous l'avons déjà dans le domaine de la finance. Donc, tout le système financier mondial est contrôlé et régulé par l'intelligence artificielle. Par BlackRock, donc par Aladdin, la plus grande plateforme de données financières qui ait jamais existé. Par exemple, le fait que les marchés financiers, les marchés boursiers, aient continué à monter ces dernières années et ces derniers mois, malgré tous les problèmes, c'est parce qu'Aladdin fait un travail remarquable et cela continue ainsi. Donc, en ce moment, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Et on nous dit toujours qu'il y a d'énormes problèmes dans le système financier, que beaucoup d'argent y est perdu. Il faut savoir que lorsque les cours baissent, on peut aussi gagner beaucoup d'argent. Les personnes très riches se sont protégées, la caste des milliardaires va continuer de croître. On évoque une révolution de la conscience, car le mensonge extérieur devient si impitoyable et énorme qu'on doit finir par agir et assumer ses responsabilités. C'est particulièrement dangereux maintenant, surtout pour les jeunes, les adolescents et les enfants, parce qu'ils grandissent dans ce monde artificiellement créé. Ils sont dirigés dans un sens ou dans l'autre, sans même s'en rendre compte. Ils ont naturellement une confiance fondamentale, et cette confiance fondamentale s'applique bien sûr aussi aux réseaux sociaux. Et c'est évidemment très dangereux que cela soit exploité de cette manière en ce moment. C'est pourquoi je lance toujours un appel à tout le monde, en particulier aux jeunes et aux enfants, de rester autant que possible éloignés de ces médias numériques. J'ai récemment vu une citation sur le fil de Jürgen Todenhofer. Les lèche-bottes sont traités comme des lèche-bottes. Si l'on regarde l'attitude de l'Allemagne envers les États-Unis, si l'on observe notre comportement, au sein de l'OTAN, un pays qui ne se prend plus lui-même au sérieux est pris au sérieux par ses voisins. L'Allemagne est en réalité une colonie des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Si on regarde en arrière, on constate tous les mensonges diffusés. On disait toujours, par exemple, que le plan Marshall était une aide à la reconstruction pour l'Allemagne, de la part des généreux Américains qui, à l'époque, avaient aidé à éliminer Adolf Hitler. Rien de tout cela n'est vrai. Les Américains ont contribué à l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler en Allemagne. Lors des bombardements, ils ont veillé à préserver toutes les entreprises à participation américaine. Avec le plan Marshall, ils n'ont pas reconstruit l'Allemagne, mais l'industrie allemande dans laquelle ils étaient eux-mêmes impliqués. Le plan Marshall a été payé à l'époque par le contribuable américain, mais c'est la grande industrie américaine qui en a profité. Ce sont tous des mensonges avec lesquels nous avons grandi, y compris celui sur la Seconde Guerre mondiale qui aurait opposé démocratie et fascisme. Ceux qui se présentaient maintenant comme des démocrates étaient précisément ceux qui ont aidé les fascistes à accéder au pouvoir. Il y a donc eu tellement de mensonges et nous avons été façonnés par ces mensonges. Se libérer est aujourd'hui encore plus difficile qu'il y a 10 ou 15 ans. On aimerait avoir un chancelier qui montre parfois une position claire, non? Il se dérobe systématiquement face à tous ces grands conflits qui couvent dehors. Ce n'est pas étonnant, je veux dire. Cet homme a travaillé pour BlackRock de 2016 à 2020. Directeur général et président du conseil de surveillance de BlackRock Allemagne, il y travaille toujours. BlackRock contrôle donc fortement l'Allemagne. Donc, les États-Unis eux-mêmes sont plus ou moins contrôlés par BlackRock et quelques entreprises informatiques, mais BlackRock a plus ou moins le monde entier en main. Ils ont aussi repris le WEF maintenant, donc Larry Fink était maintenant le directeur intérimaire du WEF. Et le WEF montre aussi un peu la direction dans laquelle le monde se dirige. Donc, les personnes qui travaillaient jusque-là en arrière-plan, ils commencent maintenant à sortir lentement de l'ombre. Ils perdent toutes leurs inhibitions et prennent eux-mêmes les rênes en main. Donc, Larry Fink était l'une de ces personnes, puis Larry Ellison était aussi longtemps inconnu, mais aujourd'hui, il est très présent sous les projecteurs, toujours. Donc, ces personnes prennent les rênes et ce sont elles qui dictent ensuite la direction que le monde doit prendre. J'ai observé le centre-gauche pendant 20 ans, ils ont tout mené dans le mur. Je suis juste curieux de voir ce que fera le centre-droit. Peut-être qu'en 2029, avec l'AfD comme force principale et la CDU comme partenaire junior, juste pour voir comment sera cette configuration. Je suis simplement un témoin de l'époque et j'essaie de regarder tout cela de manière totalement neutre et objective.
Je n'arrive vraiment pas à imaginer qu'une ancienne employée de Goldman Sachs et un ancien employé de BlackRock auront finalement à cœur les intérêts des gens ordinaires. Croyez-vous vraiment que ces personnes feront de la politique pour le peuple? C'est absolument ridicule. L'AfD fait en Allemagne ce que Trump et Musk ont fait en Amérique, ce que Milei fait en Argentine. Ils se soumettent donc complètement au complexe digital et financier et racontent aux gens que ce sont les migrants qui sont responsables de tout. Ils instaurent ainsi une nouvelle forme de racisme clairement très dangereuse. Si j'avais la peau foncée, je partirais sans doute du pays, parce qu'on doit alors s'attendre à des pogroms, un peu comme c'est le cas actuellement aux États-Unis. Il faut dire que le racisme y est attisé comme il ne l'a plus été depuis les années 60 du siècle dernier. C'est une évolution vraiment dangereuse. Le problème est que la plupart des gens ne sont pas prêts à penser en dehors de ce système. Ce système touche à sa fin avec des partis qui fonctionnent à l'intérieur de ce système, que ce soit l'AfD, le BSV, Die Linke, la CSU ou n'importe qui d'autre. Personne ne fera quoi que ce soit, n'aura aucun effet, parce qu'ils n'ont plus aucun pouvoir, ils n'ont vraiment plus aucun pouvoir entre leurs mains. Le pouvoir aujourd'hui n'appartient plus qu'aux très grands gestionnaires de fortune et aux très grandes entreprises informatiques. Et surtout, et c'est le plus important, chez les services secrets, nous vivons à l'ère des services secrets, ils n'ont jamais eu autant de pouvoir qu'à notre époque. C'est parce que nous vivons à l'ère de l'information et les services secrets vivent de l'information. Et aujourd'hui, ils ont plus d'informations sur chacun d'entre nous que jamais auparavant dans toute l'histoire. Pensez-vous que des scènes similaires à celles des États-Unis, avec des troupes dans les rues, pourraient apparaître en Allemagne? Parce que, franchement, j'ai du mal à imaginer qu'un étranger en situation irrégulière en Allemagne reçoive une lettre et quitte immédiatement le pays. Il faut qu'une certaine pression soit exercée quelque part. Bien sûr, ils ont aussi besoin d'une soupape politique. L'AfD ment en accusant les migrants de tous les problèmes et en prônant la fermeture des frontières. Ensuite, ils ont inventé ce mot horrible de remigration. Donc, remigration signifie, si on regarde le mot lui-même, que tous ceux qui viennent d'autres pays, donc de ces pays de migrants, soient tous renvoyés chez eux. Et d'après ce que je sais, surtout en Allemagne de l'Est, beaucoup de gens sont convaincus que cela arrivera si l'AfD arrive au pouvoir, que toute personne à la peau foncée sera expulsée du pays. C'est vraiment une évolution très, très dangereuse. Je dois dire que l'AfD va exactement dans la direction que M. Trump a indiquée. Nous avons aussi vu que Mme Alice Weidel s'est littéralement jetée au cou d'Elon Musk. Et quiconque croit encore aujourd'hui qu'Elon Musk est d'une quelconque manière une personne respectable, eh bien là, je ne peux vraiment plus rien faire pour lui. Mon collègue Marcus Krall a un jour formulé que l'Allemagne est détruite selon un scénario. BlackRock n'a pas de modèle commercial clair. On veut mener l'Allemagne droit dans le mur, comme on l'a fait avec la Grèce, afin de pouvoir accéder aux 3 000 milliards de patrimoine des Allemands et tout privatiser ici. Oui, c'est peut-être un peu exagéré, mais je dois dire que BlackRock, par exemple, a laissé l'industrie automobile allemande s'effondrer, tout simplement parce que BlackRock a misé sur l'industrie automobile chinoise. Voilà. Je ne crois pas qu'il y ait un plan malveillant délibéré pour détruire le pays. Et qu'ils aient spécifiquement pris l'Allemagne pour cible, ce n'est pas le cas. BlackRock agit dans son propre intérêt et est la première entreprise financière autorisée à opérer librement en Chine depuis 2021. Et BlackRock, par exemple, a misé sur l'industrie automobile chinoise. Il mise évidemment sur le fait qu'en Chine, la production est bien moins chère qu'en Allemagne, et c'est pour cela que l'Allemagne en pâtit. Je ne pense pas qu'il s'intéresse particulièrement à l'Allemagne, car on observe ces phénomènes aussi en France et au Royaume-Uni, où la situation n'est pas meilleure. Il y en a beaucoup qui font toujours comme si l'Allemagne était particulièrement mal en point. Ils devraient aller voir dans d'autres pays européens, c'est pareil là-bas. Monsieur Wolf, on avance que le Groenland attire non seulement pour ses ressources, mais aussi comme futur espace sans loi pour des supercentres de calcul d'IA. Pour le pouvoir numérique, est-ce une théorie du complot ou simplement la prochaine étape logique de la politique de puissance mondiale à l'ère numérique? C'est bien la deuxième option. Il suffit de voir comment tout cela a été préparé systématiquement. Il y a donc plusieurs entreprises au Groenland qui ont désormais, en tant que partenaires et financiers, des personnes venant de la Silicon Valley. Monsieur Thiel y a investi, ainsi que d'autres grandes figures de la mafia PayPal, et cela depuis 2019. Et ces personnes-là savent très bien à quelle résistance elles vont se heurter dans le monde entier avec leur agenda. Nous l'avons déjà vu pendant la crise du COVID, où il y a eu beaucoup de résistance. Il y en aura aussi lors de l'introduction de la nouvelle monnaie, comme au Nigeria. Donc tout cela ne sera pas totalement pacifique. Bien sûr, ils craignent aussi que les gens finissent par dire « nous en avons assez de ces entreprises numériques ». Voilà.
J'ai aussi toujours eu cette image en tête que tôt ou tard, les gens iront incendier tous les bâtiments de Google et d'Apple. Ils jetteront leurs portables dans la rivière en disant « Nous n'irons pas plus loin ainsi ». C'est pourquoi ils doivent trouver un refuge pour travailler tranquillement sans être dérangés. Et là, le Groenland serait évidemment une excellente option. Le Groenland est bien pour cela parce que personne n'y va. De plus, il y fait très froid, ce qui permet d'y installer des centres de données nécessitant moins d'énergie pour le refroidissement qu'ici. Donc ce serait un emplacement idéal et il ne serait même pas nécessaire de coloniser soi-même cet endroit. On pourrait aussi y construire une sorte de centre Internet pour soi-même et ensuite se répartir sur de petites îles à travers le monde. Je ne connais pas leur plan, mais il ne fait aucun doute qu'un projet existe pour le Groenland. J'apprécie chez Donald Trump, dans le débat sur le Groenland, le Venezuela et l'Iran, qu'il se présente ouvertement comme un prédateur. Et les présidents précédents, ils ont présenté cela comme servant l'humanité, la liberté des peuples ou avec un autre slogan moral. Je trouve que c'est au moins très rafraîchissant qu'il y ait un président américain qui soit d'une honnêteté sans scrupules. Moi, je ne trouve pas ça si rafraîchissant. Je pense que Donald Trump est simplement un cynique absolument froid qui sait très bien que ce complexe digital et financier a désormais accaparé tellement de pouvoir que les gens n'ont plus aucune chance de se défendre contre lui à l'intérieur de ce système. Il en profite sans pitié comme il l'a toujours fait en homme d'affaires corrompu, laissant les autres échouer et se moquant d'eux après. Donc, à mes yeux, c'est un personnage absolument répréhensible sur le plan moral. Monsieur Wolf, dans une de vos récentes vidéos, vous avez évoqué le concept des villes en 15 minutes, un terme dont j'ignorais l'existence. Cela paraît offrir une bonne qualité de vie. Quelle est votre meilleure preuve que ce n'est pas un simple projet urbain, mais une partie d'un système de contrôle? Oui, ce sont ces confinements possibles qui sont ainsi préparés. Donc, on reçoit par exemple un bon ou un code qui permet de quitter ce quartier de 15 minutes un certain nombre de fois par an. Donc, à Oxford, c'est la ville où cela avance le plus rapidement en Angleterre ou au Royaume-Uni. Là-bas, les gens ont le droit de quitter la ville avec leur voiture pendant 100 jours, mais cela signifie que pendant 250 jours, ils n'en ont pas le droit. Tout cela est justifié par le fait que le climat en souffrirait. Nous savons bien comment la santé nous a déjà été présentée comme raison pour nous confiner, par exemple. Donc, toutes les possibilités sont là. Le souci, c'est que dans ces villes de 15 minutes, les algorithmes prennent encore le relais. Cela veut dire qu'avec chaque algorithme auquel nous sommes soumis, notre autonomie et notre bien le plus précieux, à savoir notre autodétermination, sont restreints. Et c'est cela le plus important, notre autodétermination. Beaucoup de gens l'oublient, c'est notre bien le plus précieux. Et cela est de plus en plus supprimé à chaque avancée de la numérisation. Donnez-nous, pour conclure, 3 recommandations d'action très concrètes pour gagner en autodétermination, obtenir plus de clarté et de souveraineté dans ce monde extérieur très agité. Je dirais de ne plus faire confiance à aucune information. Il faut dire qu'en ce moment, il y a tellement de désinformation qui circule sur Internet qu'il est très difficile de distinguer le vrai du faux. Donc, si on a une information, il faut absolument chercher beaucoup de données de fond et essayer de vérifier cette information. Ensuite, il faut simplement s'y préparer. Une période très difficile nous attend. Je ne veux donner de faux espoirs. La prochaine phase sera très difficile parce que nous allons assister à une réduction des emplois comme le monde n'en a jamais vu. L'intelligence artificielle va s'imposer. Je ne peux que dire que nous allons voir les robots humanoïdes être introduits partout. Je ne sais pas comment on peut s'y opposer. Même les petites entreprises vont les employer parce qu'un robot humanoïde peut travailler 24 heures sur 24, ne peut pas faire grève, n'a pas besoin de manger. Ils seront aussi relativement bon marché. J'ai entendu dire qu'ils ne coûteront plus qu'environ 8 000. Donc, ce sera une période vraiment, vraiment difficile. Les enfants devront-ils rester éloignés de la sphère financière numérique et se préparer à la dépréciation de l'argent en investissant dans des valeurs réelles? Autant que possible dans les métaux précieux, je dis toujours cela. Et parmi les métaux précieux, je privilégie toujours l'argent parce que je pense qu'avec la nouvelle monnaie, des sociétés parallèles se formeront et ne pourront plus utiliser l'argent liquide car il sera interdit, j'en suis sûr. Et alors, un monde parallèle va se former dans lequel il sera peut-être possible de payer avec des pièces d'argent et de ne pas se laisser entraîner dans le piège. Les métaux précieux ont récemment fortement augmenté, puis chuté soudainement, effrayant de nombreuses personnes. Ces baisses d'âme sont normales après une telle hausse. Il y a aussi des manipulations en coulisses et certains en profitent beaucoup. Mais cela va continuer ainsi, ces valeurs réelles vont s'imposer.
L'or et l'argent ont fait leurs preuves depuis plus de 3000 ans, mais l'or est justement quelque chose avec lequel on ne peut pas payer au quotidien. Sauf si l'on parle de la grande, il vaut mieux avoir un peu d'argent et ne pas faire confiance aux banques, car une grande crise bancaire approche. Il faut alors s'attendre à ce que les banques annoncent des jours fériés bancaires, ce qui fait qu'on n'aura plus accès à son argent. Les distributeurs automatiques seront très rapidement vides. Donc, je recommande à chacun de garder chez soi suffisamment d'argent liquide pour environ 3 mois. Ce seraient pour moi les conseils les plus importants. Et bien sûr, aussi quelques réserves alimentaires pour environ 2 ou 3 mois. C'est important car nous ignorons ce qui va se passer prochainement. Et nous avons appris ces derniers mois que les puissants sont prêts à tout pour nous affaiblir. On ne peut vraiment plus rien exclure. Quand ils évoquent une crise bancaire menaçante, c'est aussi pourquoi certaines banques américaines se sont déjà effondrées. Je l'avais prédit depuis longtemps. La politique de la Réserve fédérale, qui n'a pas baissé les taux comme Donald Trump l'exigeait, c'était bien sûr un spectacle qui a été offert aux gens. Donald Trump était tout aussi intéressé à ce que les petites banques coulent et toutes ces petites banques sont en grande difficulté. Nous allons donc assister à une très grande reprise des petites banques par les grandes banques et c'est aussi nécessaire car les petites banques vivent du crédit. Et lorsque les MNBC seront introduites, l'octroi de crédit sera entre les mains des banques centrales. Les petites banques n'auront alors plus rien à dire et ne joueront plus aucun rôle. Chez nous, cela concernera les Volksbanken, les caisses d'épargne et les banques Raiffeisen, donc je resterai très prudent avec celles-ci, mais aussi avec toutes les banques actuellement. Je dois rappeler aux gens qu'en Allemagne, au sein de l'UE, le bail-in est en vigueur depuis 2016. Aujourd'hui, une banque peut être sauvée avec l'argent des investisseurs et déposants, ce qui signifie que notre argent n'est pas en sécurité. Et je ne ferai pas non plus confiance à cette limite de 100 000 euros selon laquelle on récupérerait 100 000 euros. Cette limite a déjà été remise en question à Chypre pendant la crise de l'euro. Donc, je ne ferai absolument pas confiance aux banques dans ce cas. Monsieur Wolf, c'est un immense honneur de vous parler. Merci beaucoup. Merci. Merci.